Bon, je pense que c'est un sujet majeur. Je pense que vous écoutez tous la radio le matin. Le déficit de l'hospitalisation en France aujourd'hui, c'est 3 milliards d'euros. Le déficit de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, c'est 500 et en fait, c'est probablement 700 millions d'euros cette année. Donc, la santé, c'est 12% du produit intérieur brut. Et de toute façon, les caisses sont vides et il va y avoir des mesures qui vont probablement être assez douloureuses dans le fonctionnement hospitalier dans les mois qui viennent. Et là, je prends ma casquette de président de CME du GHU Henri Mondor pour vous dire que c'est compliqué. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que tout le monde a conscience que la santé, ça coûte cher. Nous avons tous conscience que les médicaments que nous utilisons coûtent cher, mais je pense qu'aucun de vous dans cette salle ne sait combien il dépense pour les maladies qu'il traite. Alors je vais essayer de vous donner quelques informations. Alors d'abord une diapositive d'introduction, c'est l'évolution de l'espérance de vie en France. Et vous voyez que c'est pas une linéaire, c'est une exponentielle. Et qu'entre 1940 et 2020, on a gagné pratiquement 20 ans d'espérance de vie, alors que pour gagner 20 ans d'espérance de vie, il avait fallu attendre avant 150 ans. Et là, cette augmentation phénoménale de l'espérance de vie, elle est liée en partie au progrès de la médecine. Le corollaire, c'est qu'on vieillit et qu'en France aujourd'hui, 15 millions de la population a plus de 65 ans. 21% de la population française. Et quand on est vieux, globalement, quand on est vieux, on est malade. Et quand on est malade, on dépense de l'argent. Et ça, c'est le poids des maladies chroniques en France. Et vous voyez qu'entre 2019 et 2025, en 2019, il y avait 15% des actifs, c'est-à-dire des gens qui travaillent, qui avaient une maladie chronique. Aujourd'hui, il y en a 25%. Donc tout ça pour vous dire que, globalement, les dépenses vont continuer à augmenter. Et je me souviendrai toujours d'un entretien qu'à l'époque, on avait eu avec Sarkozy qui disait « Les médecins, vous nous demandez toujours de l'argent, c'est toujours plus ». Mais c'est toujours plus parce qu'effectivement, le vieillissement de la population, l'augmentation du poids des maladies chroniques et les progrès de la médecine font qu'on ne voit pas bien comment ça va pouvoir s'arrêter. Alors ça, c'est une autre illustration qui montre que le poids des maladies chroniques augmente avec l'âge. C'est un travail du Gérontopole de Toulouse. Et vous voyez qu'à 85 ans, vous avez 40% de probabilité d'avoir une maladie chronique. En accord avec tout ça, les dépenses de santé augmentent. Et donc moi je suis vieux, j'ai commencé médecine en 75, et en 75, les dépenses de santé c'était 5% du produit intérieur brut. Aujourd'hui on est à 12%. Alors vous voyez que ça commence à stagner, parce que comme l'a dit notre collègue du ministère à l'instant, l'argent n'est pas magique, et il arrive un moment où on est obligé de faire des choix et une régulation. Alors est-ce que ces dépenses de santé par habitant, il y a les États-Unis qui sont très 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 au-dessus du reste, et puis après vous avez finalement une répartition relativement homogène dans les pays européens. Vous voyez qu'entre l'Allemagne, l'Autriche, la France, la Suède, les dépenses de santé par habitant sont assez similaires. Alors est-ce que dépenser de l'argent ça augmente l'espérance de vie? Pas forcément. Parce que vous voyez, par exemple, aux États-Unis, c'est le mauvais élève, c'est eux qui dépensent le plus d'argent, et pourtant l'espérance de vie aux États-Unis, elle n'est que de 77 ans. Alors qu'en France, en Suisse, en Allemagne, vous avez une espérance de vie qui est maintenant de 83 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'espérance de vie, vous avez par exemple l'Allemagne ou la Suisse qui dépensent 8 kg par tête d'habitant par an, et vous voyez que vous avez une espérance de vie qui est à 85 ans. Si vous voyez la France qui est juste à gauche, on dépense un petit peu moins et on a une espérance de vie qui est sensiblement identique. Et puis si vous avez à l'extrême du spectre, vous allez au Chili ou en Grèce, où on dépense pratiquement 6 fois moins d'argent et l'espérance de vie est la même. Alors pourquoi ? C'est très compliqué, il y a peut-être des phénomènes qui sont génétiques, il y a des phénomènes liés à l'alimentation, au mode de vie, mais c'est surtout ce que je vais vous montrer, c'est qu'en médecine, il y a un petit nombre de maladies qui dépensent beaucoup d'argent. Alors si demain matin, on décide d'arrêter de soigner les maladies rares, on va faire des économies substantielles, mais ça ne va pas varier sur l'espérance de vie. Et donc c'est toute la richesse d'un pays comme le nôtre, c'est qu'effectivement, vous pouvez avoir une maladie rare et avoir accès à l'innovation thérapeutique. Mais si on veut garder cette innovation thérapeutique, à un moment,
il faut quand même qu'il y ait une prise de conscience collective. Alors quand on regarde les répartitions de postes de dépenses pour la santé en France, en gros, le budget de la santé, c'est un petit peu moins de la moitié pour les soins hospitaliers, c'est 30% pour la médecine de ville. Quand on dit médecine de ville, c'est la médecine générale, les spécialistes, c'est les consultations, mais c'est aussi les examens complémentaires. Et vous voyez que les médicaments, c'est 15 à 20% du budget de la santé, mais je pense que ces répartitions risquent d'évoluer. Alors si on reprend la diapositive tout à l'heure de l'amélioration de l'espérance de vie, l'espérance de vie, si on regarde les progrès de la médecine, il y a eu l'introduction des vaccins avec Pasteur, il y a l'apparition des antibiotiques, Fleming, 1944, donc le début de l'antibiothérapie, c'est les années 50. Ensuite, il y a l'apparition de la corticothérapie, je suis interniste, je suis corticophile, moi j'aime bien les corticoïdes. Les corticoïdes, c'est 1950. Avant 1950, il n'y avait pas de corticoïdes. Et l'apparition des immunosuppresseurs, l'azatioprine, c'est quand? C'est 1970. C'est-à-dire que les premiers immunosuppresseurs, c'est 1970. Et puis après, il y a la révolution thérapeutique. Et la révolution thérapeutique, les plus jeunes d'entre vous ici, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Mais moi, j'ai vécu l'arrivée des trithérapies dans le VIH. J'ai vécu l'arrivée des anti-TNF dans les rhumatismes inflammatoires. Je me souviens du premier article du New England rapportant l'amélioration du pronostic d'une polyarthrite rhumatoïde avec les anti-TNF. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hématologues dans cette salle. Le rituximab, aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer qu'on va traiter une hémopathie lymphoïde sans avoir un rituximab ou un dérivé du rituximab? Mais le rituximab, c'est 2000. Et donc, je pense que 2000, c'est un peu une phase charnière, parce que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à utiliser des biothérapies, d'abord le Ritux, les anti-TNF, et quand on voit aujourd'hui, pour traiter un rhumatisme anti-inflammatoire, des trucs qui se terminent par MAB, on n'arrive plus à suivre. En tout cas, moi, en tant qu'interniste, je ne suis plus capable de vous énumérer tous les anticorps monoclonaux qui peuvent être utilisés dans une polyarthrite rhumatoïde. Et donc ça a été une extension des coûts que je vais vous montrer. Et puis c'est exponentiel, parce qu'arrivent maintenant les carticelles. Donc les carticelles, 300 000 € le traitement. Est-ce qu'on va pouvoir, quand j'entends mes collègues hématologues dire que finalement les carticelles, c'est peut-être bien de mettre des carticelles en première ligne dans un myélome, le myélome, c'est pas une maladie rare. Et donc là, on va avoir un poids économique qui sera insupportable pour la collectivité si on n'a pas une réflexion collective. Je ne parle même pas de la thérapie génique, parce que je vais quand même vous montrer quelques coûts de thérapie génique. Alors ça, c'est pour vous montrer comment les biothérapies ont envahi notre quotidien. Ça, c'est les produits obtenant une autorisation de mise sur le marché par la FDA aux États-Unis. Et vous voyez qu'en l'an 2000, il y avait 2 biothérapies qui avaient obtenu une autorisation de mise sur le marché. Et vous voyez les colonnes bleu ciel qui ont tendance à augmenter. Et en 2022, aux États-Unis, sur la quarantaine de produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché, il y avait 50% de biothérapie. Donc, on a vraiment changé d'époque. Alors ça, c'est le coût de la thérapie génique. Donc, une thérapie génique dans une thalassémie, c'est 2 600 € par patient. Est-ce que, objectivement, la thalassémie, c'est une maladie fréquente? Si vous allez en Afrique du Nord, en Algérie, des thalassémiques, il y en a beaucoup. Est-ce qu'il est raisonnable d'envisager qu'on va commencer à développer des traitements qui coûtent 2 600 000 €, 3 500 000 pour l'hémophilia? Je ne sais pas. Alors, tout ça pour dire que ça, c'est le palmarès des médicaments les plus vendus en 2024. Alors, le sujet, il est intéressant aujourd'hui parce que quand on parle du coût des médicaments avec des collègues qui s'occupent de maladies rares, la réponse de certains de mes collègues, c'est « de toute façon, nous, on ne dépense pas beaucoup parce qu'à côté du cholestérol et à côté de l'argent qui est dépensé pour les maladies cardiovasculaires, c'est peanuts ». C'est pas vrai, parce que regardez les médicaments les plus vendus dans le monde. Donc, les médicaments pour l'infectieux, si on met le VIH et par exemple la vaccination contre l'HPV, on arrive à 22 milliards. Dans le cancer,
explosion des immunothérapies qui ont révolutionné la prise en charge des cancers. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, quand on voit un patient avec un cancer du poumon métastatique qui est sous immunothérapie depuis 5 ans et qui va bien, on se dit que c'est des progrès qui sont absolument extraordinaires. Le cancer, c'est 50 milliards. Mais vous voyez que l'immunologie, c'est pas négligeable, puisque si on voit par exemple le secukinumab en dermatologie ou les maladies auto-immunes, l'ocrelizumab, on arrive quand même à 22 milliards d'euros. Donc on est dans des dépenses qui ne sont pas anecdotiques, même si le nombre de patients est infiniment plus faible que quand on va développer un nouvel antihypertenseur ou un nouvel hypocholestérolémiant. Alors pourquoi des prix aussi élevés ? Les laboratoires vont nous expliquer que le développement est complexe, et c'est vrai que le développement est complexe, parce qu'on met des mesures de sécurité et des mesures qui sont de plus en plus rigoureuses, donc tout a un coût, et donc si on augmente la sécurité et la qualité des soins, on est bien obligé de dépenser de l'argent. Mais il faut aussi souligner qu'il y a des aménagements dans les essais thérapeutiques pour les maladies rares qui peuvent être, les essais thérapeutiques pouvant être moins contraignants que si vous voulez mettre sur le marché une nouvelle statine. Pourquoi des prix aussi élevés ? Parce que les maladies sont rares, les marchés sont restreints, et donc un industriel qui développe un médicament en sachant qu'il va avoir des parts de marché qui sont finalement très restreintes, légitimement demande en retour à avoir un prix du médicament qui est en adéquation. Et ça, c'est toute la difficulté pour les industriels et je pense aussi pour nos financeurs de savoir exactement le nombre de patients. Et là, je crois que le plan maladies rares qui a été développé en 2005 est une avancée majeure. On a une chance inouïe de vivre et de travailler en France. Et après, dans les prix élevés, il y a l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, et un laboratoire peut demander un prix très élevé s'il est capable de montrer qu'effectivement le financement important va avoir un retour sur investissement pour la collectivité qui va être au niveau. Et le meilleur exemple, c'est le traitement de l'hépatite C. Alors si on prend le traitement de l'hépatite C, c'était quand même, il y a une quinzaine d'années, la probabilité importante de développer une cirrhose, la probabilité non négligeable d'évoluer vers le carcinome hépatocellulaire et avec une absence de traitement. Arrive le sofosbuvir en 2014 et le laboratoire demande 60 000 € pour un traitement de 12 semaines. Émoi collectif, émoi des autorités de santé, ça va être absolument insupportable de payer un tel argent. Donc il y a une négociation. Après négociation, le prix est diminué à 40 000 €. Et puis finalement, il y a 50 000 patients qui vont être traités par sofosbuvir. Et au bout de 12 semaines, il y a 95% de guérison. Aujourd'hui, l'hépatite C, c'est plus un problème. L'hépatite C, c'est une maladie qui a été éradiquée. Alors, il reste des patients qui sont en échec thérapeutique. La médecine, c'est jamais, jamais, c'est jamais toujours. Mais globalement, on peut se dire que finalement, 3,5 milliards d'euros ont été investis entre 2014 et 2017 pour payer du sofosbuvir à ce laboratoire qui a fait fortune. Mais aujourd'hui, on a réglé le problème de l'hépatite C en France. Donc, c'est fantastique. Mais l'hépatite C, c'est une maladie infectieuse qui est une maladie guérissable. Or, moi, ce qui me frappe dans l'utilisation des biothérapies, en tout cas dans les maladies auto-immunes, c'est qu'on a souvent un effet suspensif et que les maladies dont tu t'occupes, une fois que tu as commencé le traitement, tu le continues. Donc, la problématique, elle est complexe là, à ce niveau-là. Le point essentiel de la présentation, c'est cette diapositive. C'est qu'en fait, il y a le prix facial et le prix réel. Le prix facial, c'est le prix officiel qui est publié au JO et c'est le prix de remboursement. Alors si je prends 500 mg de Maptera, 500 mg de Maptera, c'est 345 €. C'est-à-dire que quand vous prescrivez du Maptera, votre hôpital vous donne l'ampoule et l'hôpital est remboursé 345 €. Mais en fait, ce n'est pas forcément le prix réel. Parce que derrière, entre nos autorités de santé, et en particulier ce qu'on appelle le CEPS, le Comité économique des produits de santé, le CEPS, nos autorités de santé,
ont des négociations avec les industriels. Et ces négociations font que le prix remboursé n'est pas le prix véritablement payé par la collectivité. Alors la négociation, il y a ce qu'on appelle des remises conventionnelles. Et la remise conventionnelle, nous, on n'est pas dans la salle, nous, on ne nous demande pas notre avis, mais il y a une négociation. Et ça peut être, par exemple, je suis industriel, j'ai un médicament dans cette maladie rare, je veux 100 000 euros par patient, et sur ces 100 000 euros, voilà, on a évalué qu'il allait y avoir en gros 50 ou 100 malades qui doivent être traités. Donc, il y a une population cible. Et le ministère peut dire, d'accord, on va vous payer, mais si vous traitez 101 patients, arrivé à partir du 101e patient, on ne paye plus. Donc ça, c'est une première possibilité de négociation entre l'industriel et le CEPS. Une autre option, c'est que l'industriel fasse une remise dès la première boîte, c'est-à-dire, OK, il y a le prix qui est au journal officiel, mais en fait, on va vous faire payer un peu moins cher. La troisième possibilité, c'est une enveloppe fermée. L'enveloppe fermée, c'est, nous, il y aura 100 patients traités, et à partir du 101e patient, là, il n'y a plus du tout de possibilité de traitement. Alors ça, par exemple, c'est ce qui se passe souvent en Angleterre. En Angleterre, Adrian Newland, qui est un peu, qui s'occupe comme Marc et moi de PTI, mais qui est au CHU à Londres, au début de l'année, l'industriel, enfin pas l'industriel, la direction de l'hôpital leur dit, vous aurez 20 traitements par rituximab au PTI, débrouillez-vous, mais nous, jusqu'au 31 décembre 2025, vous n'aurez pas un traitement de plus de rituximab. Donc c'est à vous de choisir les patients. Donc ça, c'est une enveloppe fermée. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les contrats conditionnels, c'est-à-dire on paye pour voir, on paye, mais si ça ne marche pas, on ne paye pas. Alors ça, c'est aussi ce qui est fait en Angleterre. C'est-à-dire que, OK, vous voulez nous vendre un Carticel de 300 000 euros, on va dépenser 300 000 euros, mais si le patient, la leucémie aiguë, ne répond pas au traitement, on ne payera pas. Et ça, les autorités de santé françaises ne sont pas pour, parce que le problème des contrats conditionnels, c'est que ça peut être une extension des indications si le malade marche mieux, si le médicament marche mieux que prévu, et avec finalement des coûts de santé qui n'étaient pas prévus. Donc, tout ça pour dire que les remises peuvent aller de 10 à 80% et que ce sont des données qui sont strictement confidentielles et qui sont connues d'aucun d'entre nous. En tout cas, moi, je ne sais pas. Alors, il y a des bruits de couloir. Par exemple, les bruits de couloir dire que l'immunothérapie du cancer, la remise est probablement de 50%. Donc, quand vous donnez une immunothérapie à un cancer du poumon et que ça coûte 100 000 ou 120 000 euros par an, probablement ça ne coûte que 50 000 euros. Mais donc, nous n'avons pas de visibilité. En tout cas, nous, prescripteurs et les directions d'hôpital n'ont pas de visibilité sur effectivement combien coûtent véritablement les médicaments. Alors, je pense que nos industriels, eux, le savent. Alors, tout ça pour dire que pourquoi ça coûte si cher ? Alors, Carticel, 300 000 euros. Les prix vont baisser, c'est évident. Alors, je vous rappelle qu'à Barcelone, je crois que c'est à Barcelone, nos collègues espagnols, ils ont fabriqué un Carticel que je qualifierais d'institutionnel, qui coûte 90 000 euros. Et puis, j'ai trouvé cette publication, c'est quand même dans Bone Marrow Transplantation, hein, c'est pas la Gazette médicale. Et donc là, c'est des Indiens qui ont fabriqué un Carticel à 35 000 euros. Et dans le coût du Carticel indien, le coût des réactifs, enfin la biotechnologie coûte 25 000 euros. Donc je pense que quand on nous vend un Carticel 300 000 euros, je ne sais pas combien exactement coûte la fabrication de ce Carticel. N'empêche qu'on le paye 300 000. Alors maintenant que je vous ai mis toutes ces données, je vais vous montrer maintenant le budget de l'hôpital Henri Mondor. Alors le GHU Henri Mondor, c'est la tour de Mondor, et puis c'est 3 hôpitaux gériatriques, c'est 9000 professionnels qui y travaillent, et je trouve que c'est un bon exemple parce que notre GHU, en dehors de la pédiatrie et de l'obstétrique, toutes les disciplines médico-chirurgicales sont représentées. C'est-à-dire qu'on fait de la greffe, on fait de la greffe de moelle, on fait de la greffe de rein, il y a 7 centres maladies rares, il y a toutes les activités chirurgicales qui sont représentées, il y a un service de cardiologie qui est le centre de référence de l'amylose à transthyrétine. Bref, c'est un hôpital qui
Et puis à côté de ça, on a de l'activité on n'est pas l'hôpital Saint-Louis qui est vraiment spécialisé dans l'hématologie, la dermatologie. On fait aussi de l'activité de proximité. Donc c'est assez illustratif d'un GHU, je qualifierais d'un GHU de province. Il n'y a aucune... on est vécu comme ça par Paris Intramuros. Hein. Alors combien on dépense à Mondor? On dépense 5 milliards par an. Le budget de Mondor, c'est 1 milliard. Le personnel, 520 millions. Donc dans le personnel, il y a le tarif, la paye des docteurs, 120 millions d'euros par an. Et il y a la paye des infirmières, des aides-soignantes, du monsieur qui ouvre la barrière à l'entrée de l'hôpital, des ouvriers. Et ça représente 390 millions par an. Le titre 3, l'hôtelier, le chauffage, qui a augmenté de 30% l'année dernière, c'est 110 millions d'euros par an. Les médicaments pour les malades hospitalisés, c'est 142 millions. 142 millions, c'est quand même, ça commence à faire quand même 142 millions. On vient de nous annoncer que le budget du plan maladie rare, qui est une avancée majeure, c'est 220 millions, vous nous avez dit. C'est ça? Donc à Mondor, on dépense 142 millions de médicaments chaque année. Et sur ces 142 millions, il y a 22 millions des médicaments qui sont ce qu'on appelle in-GHS, c'est-à-dire que quand vous êtes hospitalisé dans n'importe quel hôpital parce que vous avez fait une embolie pulmonaire, l'hôpital va toucher embolie pulmonaire une somme et qui va être un petit peu variée en fonction de votre durée d'hospitalisation et avec une durée d'hospitalisation des bornes qu'il ne faut pas dépasser. C'est-à-dire que si vous avez une embolie pulmonaire mais qu'on vous garde 14 jours à l'hôpital parce que c'est mal organisé, l'hôpital va toucher l'enveloppe embolie pulmonaire, mais si vous restez plus longtemps qu'il fallait rester, on ne va pas gagner plus d'argent. Et dans l'enveloppe embolie pulmonaire, il y a des médicaments, des anticoagulants, éventuellement des antiarythmiques, etc. Ces médicaments sont compris dans le forfait qui va être touché par l'hôpital. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir une modulation du forfait en fonction du nombre de médicaments qui sont prescrits parce que ces médicaments sont in-GHS. Donc les médicaments in-GHS, c'est les médicaments courants. Seulement 22 millions. Ça veut dire qu'à Henri Mondor, quand on dépense 142 millions de médicaments chaque année, il y a 120 millions qui sont hors GHS. Et je vais vous les montrer. C'est nous, quoi. C'est toi, c'est moi. C'est les carticelles, c'est pas les parines. Et après, et ça, j'ai des chiffres qui sont vraiment importants, c'est combien les médecins de Mondor dépensent chaque année pour les malades qui sortent. Parce qu'on s'intéresse toujours, quand on parle de médicaments, à ce qu'on dépense quand les malades sont à l'hôpital. Mais la vie du malade ne s'arrête pas à l'hôpital. Le malade, il sort. Eh bien, chaque année, nous prescrivons, les médecins d'Henri Mondor, 164 millions de médicaments. Et là, la caisse d'assurance maladie est capable, à l'euro près, de savoir exactement dans toute la France, même si le malade il part chez toi, Serge, si c'est moi qui ai fait la prescription d'agoniste du récepteur de la TPO, la caisse primaire d'assurance maladie sait que Bertrand Godot a prescrit un récepteur de la TPO. 164 millions. Donc quand vous faites 164 plus 142, vous arrivez à 300. Donc vous voyez que les médicaments, ça coûte de l'argent. Alors, prescription hospitalière, médicaments hors GHS, les médicaments en sus, daratumumab, 16 millions. Le daratumumab, à lui tout seul, représente presque la même somme que les médicaments in-GHS. Alors pour les médicaments in-GHS, Mondor, c'est 60 000 passages aux urgences chaque année, c'est une très grosse activité chirurgicale, c'est un secteur gériatrique avec 600 lits de gériatrie. Voilà, donc le daratumumab à lui tout seul, 16 briques. Les carticelles, il y en a 3, 9 millions 6, 6 millions 8, 4 millions 9. Et les carticelles, il y a l'équipe de François Lemonnier et de Corinne Ayoun. On est dans un hôpital qui a une très grosse activité de carticelles, mais c'est clair que si demain matin on commence à faire des carticelles en première ligne au myélome, je pense que ça va devenir compliqué. Ensuite, les immunoglobulines. Les immunoglobulines intraveineuses. 5,7 millions.
Les immunoglobulines sous-cutanées, c'est-à-dire que le malade vient chercher ses immunoglobulines sous-cutanées parce qu'il a un déficit immunitaire et il est traité à domicile. Immunoglobulines sous-cutanées, 3 millions. L'éculizumab, 2,5 millions. Maintenant, on va regarder les prescriptions médicaments en ville. Donc, qu'est-ce que c'est ces 164 millions? Alors vous voyez qu'on prescrit aussi des arrêts de travail, on prescrit aussi de la biologie, mais vous voyez la biologie là qu'on peut prescrire en ville, c'est quand même totalement peanuts, mais totalement peanuts par rapport à l'argent qu'on dépense en médicaments. Alors voilà les dépenses médicamenteuses prescrites par les médecins d'Henri Mondor en 2024 chez les patients qui sortent d'Henri Mondor sur une période d'1 an. Médicaments du système nerveux, 60 millions d'euros. Augmentation de prescription entre 2023 et 2024, plus 21%. Antinéoplasique, 27 millions, plus 16%. Immunosuppresseurs, 21 millions, plus 10%. Je vous rappelle que tous les hôpitaux de l'Île-de-France sont actuellement en diminution d'activité, sauf nous, où on est à plus 9% d'activité. On est à plus 9% d'activité, mais dans le même temps, on a dépensé plus 21%. Et quand on regarde la somme, on est à 20 millions d'augmentation de la prescription médicamenteuse en 2024 pour les malades qui sortent d'Henri Mondor. Alors, qu'est-ce que c'est ces médicaments? Eh bien, vous avez les médicaments de l'amylose, 60 millions d'euros. Donc l'amylose à transthyrétine, l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, thibodamie, qui est vraiment un PUPH de cardiologie et qui est vraiment le leader international dans le traitement de l'amylose, c'est lui qui a signé en premier le papier du New England, nous explique que l'insuffisance cardiaque du sujet âgé, probablement dans 10% des cas, c'est des amyloses transthyrétine mutées. Donc s'il faut qu'effectivement demain matin, on traite en France 10% des insuffisances cardiaques avec du tafamidis, ça va coûter cher. Le Vénétoclax, 4,6 millions. Vous voyez le Stelara, l'Humira, c'est pas négligeable, hein, 3 millions 3 millions d'euros, le Stelara, l'Humira. Donc là, on traite des maladies auto-immunes. L'Aranesme, 2,4 millions. Alors nos collègues hématologues, le Revlimid, le Jakavi, etc. Donc vous voyez des sommes qui sont quand même considérables. Les RTPO, le Nplate, le Revolade, 2,3 millions de Nplate, 1,2 million de Revolade. Ça veut dire que Marc Michel, Mathieu Maevas, moi-même, Étienne Crix, à nous 4, on a dépensé 3,5 millions. C'est-à-dire qu'à nous 4, on a dépensé 10%, plus de 10% de la dépense d'Henri Mondor pour 150 000 malades qui sont hospitalisés chaque année pour les produits INGHS. 3,5 millions. Alors ensuite, on regarde le cyclose. Le cyclose, c'est quoi? Le cyclose, c'est l'hydréa. C'est exactement la même molécule. Le cyclose, 1,9 million. C'est normal. Pablo Bartolucci, centre de référence de la drépanocytose. On est le centre qui a la plus grosse activité. On a une file active de plus de 3000 patients drépanocytaires. Et donc, il n'est pas tout à fait surprenant qu'il y ait 1,9 million de cyclose. Sauf que le cyclose, c'est de l'hydréa. C'est exactement la même chose. Mais le cyclose, il y a un laboratoire qui, il y a 10 ans, a fait des essais thérapeutiques avec l'hydréa, en n'utilisant pas l'hydréa, enfin l'hydroxycarbamide, je crois que c'est ça la DCI du cyclose, et a montré que le cyclose était efficace et il a obtenu une AMM. Et donc, comme il a obtenu une AMM, il a obtenu une ASMR qui le faisait bien, et donc il a obtenu un médicament qui coûte 650 € par mois si on donne 2 grammes de cyclose. Et si vous donnez 2 grammes d'hydréa parce que vous êtes hématologue à la vieille, hein, ben, l'hydréa, c'est 29 fois moins cher. 29 fois moins cher. Ce qui veut dire que sur un an, si au lieu de donner du cyclose, on donne de l'hydréa, au lieu de dépenser 1,9 million, on dépense 65 000 €. On économise 1 850 000. Alors on va m'expliquer que oui, mais c'est le prix facial. OK, mais donc ça veut dire que moi je ne sais pas, personne ne sait,
en dehors des autorités de santé, combien on a véritablement dépensé. Alors j'ai appelé Pablo, parce que Pablo c'était quand même mon externe, mon interne, c'était un peu un Ménéléen, en lui disant, mais bah, alors, il me dit, oui mais tu comprends, le cyclose, ils ont été extrêmement aidants dans la recherche en drépanocytose, c'est vrai, ils nous ont aidés à faire de la recherche, c'est vrai, c'est grâce à eux qu'on a pu faire un registre prospectif, c'est vrai, et donc quelque part en échange, eh ben, il y a un retour sur investissement du labo. Peut-être, mais demain matin, si vous utilisez de l'hydroxycarbamide pour autre chose qu'un drépanocytaire, eh ben, sachez que soit vous pouvez mettre du cyclose, soit vous pouvez mettre de l'hydréa, mais si vous mettez du cyclose, vous allez dépenser 29 fois d'argent de plus. Est-ce que quelqu'un dans cette salle connaissait cette information? Ah, il y en a quand même 4 qui sont au courant. Alors, chaque année, je suis président de CME, donc on reçoit la caisse de l'assurance maladie qui vient nous montrer ses chiffres. Et on a une chance inouïe parce qu'on a vraiment des autorités de santé qui sont avec une vision médicale. Les Français gueulent. On gueule tous. Mais moi, je suis effaré de voir le comportement des collègues quand on est en contact avec les gens du ministère qui sont très aidants. Et donc, voilà, le monsieur de l'assurance maladie vient nous voir et nous dit, voilà les chiffres, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faudrait faire prendre conscience des coûts des traitements à la collectivité. À efficacité thérapeutique égale, choisir le traitement le plus économique. C'est toujours la même anecdote que je raconte parce qu'elle est fantastique. On avait un patient dans le service qui avait une maladie neurologique immunologique grave et qui était en échec du traitement. Et donc on appelle le spécialiste de cette maladie. Et à l'époque, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était une encéphalite aquaporine 4. Il nous dit, écoutez, je ne sais pas quoi faire, mais vous avez 2 publications. Soit vous faites de l'éculizumab parce qu'il y a un papier dans Neurology sur 10 patients qui a montré que l'éculizumab, ça marche bien. Soit éventuellement, vous mettez, je ne sais plus si c'était un anti-L6 ou du Ritux, peu importe, parce qu'il y a un papier dans le Lancet sur 10 patients qui montre que ça marche bien. Vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre. Et moi, je contacte mon collègue, je lui dis, écoute, l'éculizumab, ça va coûter 300 000 €, l'autre, ça va coûter 10 000 €. On a 2 études non randomisées sur 10 patients qui montrent que les deux médicaments marchent. Peut-être qu'on va commencer par le traitement à 10 000. Ça n'était pas venu à l'idée de ce collègue de regarder le prix des médicaments en donnant des avis autorisés, parce qu'en termes de compétences, c'était le spécialiste de la question et sa compétence médicale ne pouvait pas être remise en cause. Mais je pense que nous avons une responsabilité collective. Troisièmement, l'assurance maladie nous dit respecter les AMM. Oui, sauf que moi, si je respecte l'AMM d'un drépanocytaire, je vais mettre du cyclose, je ne vais pas mettre de l'hydréa. Que si je respecte l'AMM, s'il y a une maladie des agglues froides, l'Enjamo n'est pas remboursé, et donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre de l'Aranesp. Et si je mets 500 microgrammes d'Aranesp pendant 1 an, plutôt que de faire 2 ou 3 perfusions d'Enjamo, on va dépenser de l'argent. Et pourtant, je respecterai l'AMM. Et puis, libeller le plus précisément possible les prescriptions, indiquer les posologies, la durée totale des traitements. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais c'est quand même anecdotique par rapport au reste. Alors moi, je pense qu'il manque une suggestion par rapport à la suggestion du collègue de l'assurance maladie. C'est que je pense que l'analyse médico-économique doit devenir une de nos thématiques, pas la thématique principale, mais la thématique importante. Reprenons les immunoglobulines. Immunoglobulines, 5 millions par an en France dépensés pour des immunoglobulines. Quelle est la dose utilisée dans les immunoglobulines dans la plupart des maladies neurologiques inflammatoires? 0,4 g/kg 5 jours de suite, 2 g/kg. Où sont les essais ayant comparé des modulations de dose dans les maladies immuno-inflammatoires avec les immunoglobulines? Il n'y en a pas. Donc nous, dans le PTI, modestement, avec Philippe Birling, on avait montré que 1 g/kg d'immunoglobulines, c'est 60% de réponse, 2 g/kg, c'est 90% de réponse. Et donc, il est logique de commencer par 1 g/kg, puisque si dans 60% des cas, vous pouvez donner 1 g/kg au lieu de donner 2 g/kg, au lieu de dépenser, je vais vous interroger tout à l'heure, on divise par 2. Donc, ces études médico-économiques, il faut absolument s'en emparer et il faut absolument faire le job. Alors, combien ça coûte? Vous faites la visite avec un interne, un chef de clinique, ils ne savent pas.
Vous interrogez des PUPH d'hématologie, combien coûte une ampoule d'Aranès de 500 microgrammes? J'ai fait le test 2 fois. Messieurs hématologues, combien coûte une ampoule d'Aranès de 500 microgrammes? Combien coûte un concentré érythrocytaire phénotypé à phénotypage étendu? Combien coûte un concentré plaquettaire d'aphérèse? Combien coûte un gramme d'IGIV? Combien coûte un TEP scan? Vous ne savez pas ça. Vous n'avez aucune idée. Vous êtes acculturé. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Un concentré plaquettaire d'aphérèse, ça coûte 405 €. Alors c'est sûr que ce n'est pas de l'éculizumab. Un concentré érythrocytaire à phénotype étendu, ça coûte 230 €. Une ampoule d'Aranès, c'est 546 €. Prix facial. Peut-être que le prix réel, c'est quoi le prix, le prix réel d'une ampoule d'Aranès? Vous ne savez pas? Je ne le crois pas. Un TEP, ça vaut 750 €. Un scanner thoraco-abdominopelvien, ça coûte 80 €. Je vous invite, la semaine prochaine, vous regardez tous les TEP que vous avez prescrits et vous regardez dans combien de pourcentage de cas le TEP était vraiment utile, a vraiment modifié la prise en charge thérapeutique de nos patients. Hier, on a vu en staff, tu n'étais pas la marque, un patient qui a une sarcoïdose typico-typique, des adénopathies médiastinales, des arthralgies, une atteinte d'une arthrite déchue, il a une drépano, il a une sarcoïdose. Il suffit de faire la radio de thorax. Ce malade a eu un TEP scan, un scanner thoraco-abdominaux, une biopsie avec un ébus, un lavage broncho-alvéolaire. Est-ce que les prescripteurs, et tout ça avec aucun bénéfice pour le patient, mais une dépense? Non, franchement, il faut qu'on change de registre. Hein. Donc voilà, une ampoule d'Aranès 500 microgrammes toutes les semaines. À la fin de l'année, vous avez dépensé 28 000 € en prix facial. Une cure d'IGIV de 2 grammes kilo, c'est 45 € le gramme. Vous avez dépensé 6 300 €. Dans le PTI, on a fait un PNDS. Et dans le PNDS, on a expliqué qu'il faut donner des immunoglobulines que quand le patient a un score hémorragique supérieur à 8. Nous sommes les seuls dans le monde à faire ça. Hein. Et quand on arrive dans les recommandations internationales, où Marc et moi, on arrive dans des trucs où on est 60 pour essayer de dire peut-être qu'on peut modifier, faire des trucs médico-économiques, mais ils n'en ont rien à faire de ce qu'on raconte. Et ils nous disent que de toute façon, notre score hémorragique n'est pas validé, donc il n'est pas valide. Ben, il n'est pas valide, sauf que dans le service, on a regardé ce qu'on fait. Sur 200 malades traités par immunoglobuline à Henri Mondor, dans 85% des cas, on a respecté le score hémorragique. Ça veut dire que même chez nous, même dans le service, Marc, maintenant tu es chef de service, dans 15% des cas, les malades reçoivent des immunoglobulines alors qu'ils ne devraient pas en recevoir. Parce qu'on traite l'angoisse du prescripteur, on ne traite pas la sévérité du patient. Et derrière, le prescripteur, ne sachant pas qu'il a dépensé 6 800 € et pensant que l'argent est magique et que tout ça est gratuit, s'en fout. Alors après, est-ce qu'on sait véritablement combien coûtent les médicaments ? Alors, ce qu'on nous dit toujours, c'est pas grave, les biosimilaires, ça coûte pas cher. Alors voilà le rituximab. Quand le rituximab est arrivé sur le marché, révolutionnons dans le traitement des lymphomes, prix de remboursement, 1 410 €. Et puis, vous savez que quand un industriel a un médicament, il a l'exclusivité pendant un certain nombre d'années avant l'apparition des biosimilaires. Les biosimilaires arrivant en 2019, le laboratoire Roche diminue le prix du Maptera et finalement, l'arrivée des biosimilaires, c'est 2019. Donc, le tarif de remboursement d'une ampoule de 500 mg de Maptera, c'est 346 € maintenant. Donc, on est passé de 1400 à 346. Le Truxima, j'ai pris un des biosimilaires du rituximab, où soit dit en passant, avec le Serecaï, on a montré que dans le PTI, que vous mettiez un biosimilaire ou du Maptera, vous avez exactement la même action. Donc ne prescrivez plus les molécules mères, prescrivez les biosimilaires. Le tarif de remboursement est le même. Après, ça c'est le tarif de remboursement. Mais votre direction de l'hôpital, elle négocie. C'est-à-dire que le ministère, il négocie avec l'industriel, mais à l'échelon basique, l'hôpital négocie. Roche ne veut pas négocier et a dit à Henri Mondor, si vous voulez du Maptera, ça sera 346 € et ça ne sera pas 1 € de moins, mais Truxima négocie.
Normalement, je n'ai pas le droit de vous dire combien Henri Mondor, en gros l'assistance publique, parce que c'est une négociation qui est faite au niveau de la PHP, mais tous vos hôpitaux, même si vous êtes à l'hôpital de Tartampion, il y a une négociation. Bon, je ne vous le dirai pas, le truc ciment le paye 100 €. 100 € le flacon de 500 mg. C'est-à-dire que si on traite un PTI avec 2 injections de 1 g de truxima à 15 jours d'intervalle, on va payer 2 hôpitaux de jour et on va payer 400 €. C'est pas mal quand même. Alors, ça va être le quart d'heure HPN. Soliris, eculizumab, révolution thérapeutique. Révolution thérapeutique. Je veux dire, il n'y aurait pas les laboratoires pharmaceutiques, on serait encore en train de donner de l'endoxan et de splénectomiser nos malades. Hein. Donc, Soliris, inscription 2007, 4 500 € l'ampoule de 300 mg. Jusqu'à 2021, ça ne bouge pas. Et puis arrive le biosimilaire qui se profile, donc le laboratoire diminue le coût, et aujourd'hui, si tu utilises une ampoule de Soliris, ça va coûter 1 935 €. Si tu utilises le biosimilaire du Soliris, c'est-à-dire l'Episcli à 300 mg, le tarif de remboursement est le même. À Mondor, l'Episcli, on le paye 1600. OK ? Alors, si tu regardes le coût mensuel du biosimilaire Soliris, tu me diras si je me suis trompé dans les doses, mais 1200 mg toutes les 2 semaines, on arrive à un tarif de remboursement de 13 000 € par mois, ce qui fait en gros 150 000 € par an. 900 mg. Donc c'est encore moins cher. Si tu prends le ravazilumab, qui a l'avantage par rapport à l'autre de se donner toutes les 8 semaines au lieu de se donner toutes les 2 semaines. 3300 mg toutes les 8 semaines, c'est ça? On arrive à un tarif de remboursement de 22 400 € par mois, ce qui fait en gros 250 000 € par an. Et si tu uses l'iptactocan, qui est un inhibiteur du complément qui agit plus précocement dans la cascade du complément, qui a l'avantage de se donner par voie orale, il est en accès dérogatoire, c'est-à-dire que le prix du laboratoire aujourd'hui est de 128 € la gélule, ça fait 1 000 € par jour, on est à 350 000 € par an. Comment on fait? C'est compliqué. 600 patients HPN. 600 patients HPN. Et on a à peu près 600 qui reçoivent un traitement et on a à peu près 100 patients, 70 patients. Je suis un malade, j'ai une HPN. Je préfère aller à l'hôpital toutes les 8 semaines qu'aller à l'hôpital tous les 15 jours. Je suis prescripteur, je m'occupe de mon patient. Je préfère que mon patient vienne toutes les 8 semaines plutôt que toutes les 2 semaines. Maintenant, le problème, c'est est-ce que l'avantage de la qualité de vie d'aller à l'hôpital toutes les 8 semaines au lieu de toutes les 2 semaines justifie une telle dépense de prix? C'est compliqué. Moi, je n'ai pas la solution. Mais je pense qu'il faut quand même que déjà, quand on a des chiffres objectifs, on peut commencer à discuter, à réfléchir, plutôt que de dire c'est cher, mais de toute façon, on s'en fout, ou alors c'est cher, mais de toute façon, c'est pas grave parce que c'est le prix facial, c'est pas le prix réel. On ne sait pas de quoi on parle, en fait. Alors, le PTI, il me reste combien de temps? Le PTI. Là, je suis le donneur de leçons, vous allez voir qu'on doit balayer devant notre porte. On a actualisé le PNDS. En 2017, on avait mis tous les traitements par liste alphabétique. Donc, il y avait une dizaine de médicaments et on n'avait pas fait de choix. Là, on a décidé d'être plus incisif et on a décidé, pour aider nos prescripteurs, de dire quand vous avez un patient qui a un PTI, vous avez le choix. En traitement de première ligne, vous mettez des corticoïdes. Éventuellement, si le malade a un score hémorragique supérieur à 8, vous utilisez des immunoglobulines, mais uniquement que si le patient a un score hémorragique supérieur à 8. Donc déjà, possibilité d'économiser de l'argent. Et après, on a dit,
eh ben on va être quand même plus didactique et on va dire, dans un traitement de deuxième ligne, dans un PTI, en gros, soit le patient a répondu un peu aux corticoïdes et vous en refaites pour voir ce qui se passe, mais globalement, vous avez le choix entre les ARTPO, le rituximab et éventuellement la dapsone que j'ai réussi à garder dans le PNDS malgré la pression de Marc. Alors si on compare ces différents médicaments, vous avez l'Eltrombopag et le Romiplostim qui sont les deux ARTPO qui sont actuellement disponibles en France. Vous avez le rituximab et vous avez la dapsone. Donc si on regarde ces médicaments, il n'y a pas photo. Entre la dapsone et un agoniste du récepteur de la TPO, il n'y a pas photo. Un agoniste du récepteur de la TPO marche nettement mieux que la dapsone. Mais un agoniste du récepteur de la TPO, si vous prenez l'Eltrombopag, le prix facial, alors je ne sais pas si on aura le droit d'avoir le prix réel, mais le prix facial, eh ben, un comprimé à 50 mg, c'est 837 €, les 14 comprimés, et un comprimé à 25 mg, c'est pratiquement le même prix. Donc déjà, quand vous mettez un patient à 25 mg ou à 50 mg en vous disant à 25 mg, je vais faire beaucoup d'économies, en fait, vous ne faites pas d'économies parce que le coût du médicament est pratiquement le même, et ce n'est pas des médicaments qui, les comprimés, à ma connaissance, ne sont pas sécables. Donc vous voyez qu'on a des coûts annuels qui oscillent entre 20 000 et 40 000 €. Et si vous utilisez du Romiplostim, alors le Romiplostim, il y a des variations de doses qui sont beaucoup plus fines qu'avec l'Eltrombopag, mais ça coûte plus cher parce que c'est probablement un médicament qui est plus compliqué à fabriquer. Ça se fait par voie sous-cutanée. Vous arrivez à des coûts annuels pour quelqu'un qui a 70 kg et qui a 5 microgrammes de Nplate, en sachant qu'on peut monter jusqu'à 10 microgrammes, vous arrivez à un coût annuel de 55 000 €. Et puis vous avez le rituximab dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis vous avez la dapsone. La dapsone, une boîte de 100 comprimés, c'est 11 €. Donc si vous mettez un malade sous dapsone, vous dépensez 40 € par an. OK ? Alors, dans le PNDS, la logique médico-économique a été très timidement abordée. Qu'est-ce qu'on dit ? Quelle est la stratégie d'utilisation des traitements de seconde ligne ? On commence en mettant en caractère gras surligné en gris, le traitement doit être individualisé et repose sur une décision partagée avec le patient. C'est vrai, je veux dire, c'est un progrès majeur dans l'évolution de la médecine. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, vous faites partie des comités de pilotage, et j'en suis très heureux. Si je peux faire une remarque tout de suite, je trouve que c'est totalement anormal qu'un seul médecin puisse décider. Pour les médicaments chers, il devrait y avoir une RCP, que ce soit une décision collégiale et qui inclut le coût économique. Et ça, c'est pas normal que chaque médecin prescrive en son âme et conscience. Certains considèrent de manière excessive le poids économique pour la société. D'autres médecins le négligent totalement. Et donc, il faudrait rendre obligatoire une décision collégiale. Juste pour concrétiser mon propos, si je prends le cas de ma maladie, j'ai commencé avec des traitements qui coûtaient quelques dizaines d'euros par an. Après, c'est passé à 150 € avec une petite amélioration. Des médicaments qui étaient moyennement efficaces, mais avec des effets secondaires. Maintenant, j'ai un super traitement. Merci les industriels. Donc, j'ai plus d'effets secondaires. Je vais vivre beaucoup plus longtemps. Je vais coûter beaucoup plus cher à la collectivité. Un médecin m'a proposé ce traitement et évidemment, j'ai dit oui. Donc, l'aspect obligation de RCP en considérant le coût économique, moi en tant que patient, j'estime que c'est légitime. Et puis ma dernière remarque, je trouve qu'on devrait quand même exiger du milieu pharmaceutique un minimum de transparence sur le coût de développement d'un produit, le coût de production du produit, et que quand même ce niveau de transparence, il est totalement nul et il y a des progrès à faire. Je pense qu'on devrait quand même, à partir du moment où un médicament est pris en charge par une collectivité, qu'il y a un minimum de droit de regard sur un coût de développement et un coût de rentabilité. C'est légitime qu'un industriel fasse un bénéfice, il a pris des risques, il a travaillé. Donc voilà, le système il marche comme ça, et tant mieux pour les patients, mais quelque part, il faut de l'équité, et donc c'est un petit peu ce qui manque dans le processus. Je souscris à 100% avec tout ce que vous venez de dire. Alors bon, je vais un peu accélérer. Combien ça coûte un PTI ? Eh bien, avant l'ère des ARTP, on avait regardé. Et on avait fait une étude
qui s'était intéressé. On avait pris une 60aine de malades au hasard, tirés au sort dans le registre du service. Et on avait montré que sur ces 57 malades, le coût moyen d'un PTI, avant l'arrivée des RTPO, c'était 7 000 € par mois. Et on s'était perçu que sur ces 57 malades, il y en avait 12 qui avaient dû être hospitalisés pour recevoir des IGIV. Et chez ces malades, le coût était de 26 000 €. Il y en avait 27 qui avaient dû être hospitalisés mais qui n'avaient pas reçu d'immunoglobuline. Le coût était de 15 000 €. Et donc, ce qui veut dire que sur ces 57 malades, il y a un certain nombre de patients où le coût de la maladie était quasiment nul. Ça, c'était avant l'ère des RTPO. Maintenant, qu'est-ce qui se passe le PTI avec les RTPO? Eh bien, voilà la consommation, le nombre de patients traités par RTPO en France depuis l'introduction des traitements. Donc là, ça, en fait, c'est 2009 l'introduction du Nplate et 2010 l'introduction de l'L-Thrombopag. Et vous voyez que ça augmente progressivement. Et que, en gros, si on regarde maintenant dans le registre Carmen, on s'aperçoit que, eh bien, au début, il n'y avait que 7% des malades en 2010 qui avaient reçu des RTPO. Et vous voyez que maintenant, on est en gros à 40% des patients qui reçoivent des RTPO. Alors, combien ça coûte tout ça? Eh bien, ça, c'est, je remercie Jérémy Jordan qui travaille avec Guillaume. Voilà la dépense estimée du coût des RTPO en France. Donc en 2023, on aurait dépensé 120 millions d'RTPO par an en 2024 pour traiter le PTI. Quid du prix réel? Je n'en sais rien. À l'échelon individuel, c'est très compliqué. Ça, c'est un patient que j'ai vu la semaine dernière. Il est suivi à Coulommiers. Il a un syndrome d'Evans qui a été diagnostiqué en 2014 avec une neutropénie auto-immune qui n'a jamais posé de problème infectieux et un PTI. Et à l'époque, initialement, il a été traité par L-Thrombopag. Il a d'abord été traité par corticoïdes, il a rechuté tout de suite. Donc mise en route du traitement par L-Thrombopag. Le L-Thrombopag marche, on essaye de diminuer l'L-Thrombopag, on passe à 25 mg, puis 26 mg un jour sur deux, et en 2016, il rechute. Donc on reprend l'L-Thrombopag, on discute un traitement par rituximab, mais finalement le traitement par rituximab n'est pas administré parce que le malade va bien sous L-Thrombopag. Et je vous passe les détails, mais vous voyez, il y a 3 rechutes, et à chaque fois, en réaugmentant l'L-Thrombopag, tout se passe bien. J'ai vu le patient la semaine dernière, il est à 50 mg de l'L-Thrombopag, il va très bien, il ne ment rien à personne. Ça fait 10 ans que ça dure, il bosse, il a une qualité de vie exceptionnelle. Qu'est-ce qu'on fait? On a dépensé près de 500 000 € là déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On dit bah il faut peut-être passer au Ritux. Alors moi j'ai expliqué aux patients, bah voilà, vous avez les vaccinations, le rituximab globalement on a 30 à 40% de chances de guérir, il y a un coût qui est quasi nul, il y a des accidents infectieux mais qui sont rares. Le patient m'a dit, bah non, moi, je suis sous L-Thrombopag, j'y suis, j'y reste. C'est pas ça qu'il faut lui dire. On n'a pas de données sur 10 ans de L-Thrombopag. Si, alors là, je m'inscris en faux. On a maintenant 15 ans de recul avec les agonistes du récepteur de la TPO et on n'a aucun signal inquiétant sur l'utilisation des agonistes du récepteur de la TPO. Et je ne suis pas sûr qu'on ait de recul sur qu'est-ce qu'on devient quand on a 15 ans de rituximab derrière. La dimension économique, médico-économique, n'est jamais pris en compte, pratiquement jamais pris en compte dans les PNDS. Jamais. Jamais. Donc voilà, la PNDS, on vous explique, Jack n'est pas là. Quand on a un syndrome hyperéosinophile, ben voilà, on peut avoir différents traitements, mais Jean-Emmanuel ne parle pas du coût des médicaments, ce qui est peut-être relativement anecdotique pour une maladie rare et avec des prix qui restent relativement raisonnables. Mais enfin, le mépolizumab, on arrive quand même à 2600 € par mois. Dans le PTT, c'est intéressant. Parce que dans le PTT, si on regarde le caplacizumab, en gros, le coût d'une cure de caplacizumab, c'est près de 200 000 €. Mais il y a une étude médico-économique qui a été faite et qui a montré que, certes,
Si vous donnez du claplasizumab à un PTT, vous allez dépenser 220 000 euros, mais en fait, vous allez raccourcir la durée d'hospitalisation en réa, vous allez raccourcir le nombre d'échanges plasmatiques, vous allez diminuer la morbidité parce que les échanges plasmatiques, c'est une voie d'abord centrale, etc., c'est une source de complications. Et en gros, le vrai prix dépensé, c'est 89 000 euros. Donc effectivement, on dépense 220 000 euros, mais finalement, on économise de l'argent d'un côté, et in fine, c'est plus que 80 000 euros. Bon, je ne vais pas détailler. Tout ça pour vous dire que dans le PTI, il n'y a pratiquement, je n'ai vu aucune étude sérieuse médico-économique. Les études qui sont publiées dans les grandes revues ne sont que de l'innovation thérapeutique et il n'y a pratiquement pas d'essais comparatifs. Alors là, nous, on est en train de comparer les immunoglobulines à la dexaméthasone. On avait comparé à l'époque les immunoglobulines au bolus de méthylprénisolone, mais si vous regardez le New England, vous avez l'innovation thérapeutique, vous n'allez pas avoir une étude médico-économique qui va être publiée. Ça, c'est l'article qu'il ne faut pas lire, qui est absolument un article qui est vraiment bon, je passe les détails, et qui a été publié dans une revue prédatrice. Donc je ne pense pas que la Vatrombopac puisse être considérée comme moins chère que les autres. Bon. Alors pour terminer, je pense qu'il faut qu'on ait conscience du prix des médicaments qu'on dépense, et il faut qu'on pense à faire quand même des études médico-économiques. Et ça, c'est quelque chose dont nous ne nous sommes pas emparés. C'est ce qu'on appelle le PRME. Il y a les PHRC, et à côté des PHRC, le ministère, chaque année, finance des projets de recherche médico-économique ayant pour objet l'évaluation de l'efficacité des technologies de santé ou des techniques de prise en charge. Et là, vous voyez que il n'y a que 12 études qui ont été retenues et aucune ne s'intéressait à des comparaisons de traitements médicamenteux. C'est essentiellement des collègues chirurgicales qui regardent s'il vaut mieux utiliser un robot ou faire une technique chirurgicale classique. Donc en conclusion, le progrès thérapeutique a un coût, les enjeux médico-économiques sont absolument majeurs. On est dans des sommes qui sont majeures. La non prise en compte des facteurs médico-économiques par notre communauté expose à des inégalités en période de contraintes budgétaires. L'absence de transparence sur les coûts réels est peut-être nécessaire, je ne sais pas. Peut-être que trop de transparence va compliquer les négociations entre les industriels et nos autorités de santé, mais je trouve que cette absence de transparence complique notre démarche active et raisonnée par les prescripteurs, parce que pour motiver les prescripteurs, il faudrait déjà exactement savoir combien d'argent on dépense, et je trouve que la position du curseur entre coercition et totale liberté des prescripteurs est difficile à définir, car nous avons une chance inouïe, mais vraiment une chance inouïe en France. Nous sommes le seul pays du monde où nous avons une telle liberté de prescription avec des autorités de santé qui sont à l'écoute. Ça n'est pas du tout comme ça dans les autres pays. Donc il faut garder ça. Mais pour garder ça, je pense qu'il faut que collectivement, on ait conscience de l'argent qu'on dépense. Et vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, je souscris tout à fait à ce que vous avez dit. Il y a des amis de l'industrie pharmaceutique qui sont dans la pièce. S'ils n'étaient pas là, les innovations thérapeutiques, elles n'existeraient pas, même si les innovations thérapeutiques de l'innovation des industriels est quand même fait grâce à la recherche académique. Voilà.